Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée, disons, un peu décapante. Et si on regardait la politique non pas comme une noble quête du bien commun, mais bien comme un simple marché. Un endroit où chacun, vraiment chacun, cherche avant tout son propre intérêt. C'est le postulat de base de la théorie des choix publics et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, partons d'une question toute simple en fait. Quand on fait nos courses, on accepte sans problème que l'intérêt personnel guide nos choix, n'est-ce pas? On cherche le meilleur prix, la meilleure qualité, pour nous. Mais alors, pourquoi est-ce que cette logique s'arrêterait nette, comme par magie, juste devant l'urne? C'est un peu la question de départ de toute cette réflexion. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir ce que ça donne quand l'économie se mêle de politique. Ensuite, on se penchera sur le cas de l'électeur. C'est assez fascinant. On verra aussi comment les votes s'échangent, un peu comme des marchandises. Puis, comment des minorités bien organisées peuvent tirer leur épingle du jeu. Et enfin, on regardera la conclusion logique de tout ça, ce qu'on appelle la défaillance de l'État. Première étape donc, la politique passée au crible de l'économie. Et là, l'idée centrale, elle est assez provocatrice, elle vient vraiment bousculer cette vision un peu idéalisée, un peu romantique qu'on peut avoir de la politique, vue comme une recherche purement désintéressée du bien commun. Concrètement, la théorie des choix publics, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. C'est l'idée d'appliquer les lunettes de l'économiste au monde politique. Le postulat de base, c'est que tout le monde, que ce soit les politiciens, les fonctionnaires ou même les électeurs, agissent fondamentalement pour maximiser leur propre intérêt, exactement comme on le ferait sur un marché. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette théorie. En gros, l'idée, c'est que les gens ne changent pas de nature en changeant de casquette. Un individu qui, dans sa vie de tous les jours, cherche à maximiser son bien-être personnel ne se transforme pas soudainement en saint altruiste simplement parce qu'il devient député ou fonctionnaire. Ses motivations profondes restent les mêmes. Maintenant, si on applique cette même logique, cette même grille de lecture de l'intérêt personnel à la figure de l'électeur, on tombe sur quelque chose d'assez contre-intuitif. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'électeur. Regardons les choses en face. La probabilité qu'un seul vote, un unique bulletin dans l'urne, change le résultat final d'une élection nationale, elle est infinitésimale. On parle d'une chance sur des millions et des millions. C'est quasi nul en fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Face à cette probabilité quasi nulle, la théorie nous dit qu'il est en fait parfaitement rationnel de rester ignorant en politique. Pourquoi? Parce que le coût, en temps, en énergie, pour devenir un expert sur tous les sujets est énorme. Et le bénéfice attendu de notre vote, il est proche de zéro. C'est ce concept clé qu'on appelle l'ignorance rationnelle. Et cette ignorance rationnelle, elle a des conséquences bien réelles. On vote en se basant sur des étiquettes, on devient apathique, la participation baisse. Et pendant ce temps, ce vide laissé par la majorité est une aubaine pour certains qui, les groupes d'intérêts spéciaux. Eux, ils sont très bien informés sur les sujets qui les concernent et ils peuvent du coup exercer une influence complètement disproportionnée. Cette influence démesurée nous amène tout droit à la troisième partie, le marché des voix. Oui, un véritable marché où les votes se négocient. Alors, comment ça marche concrètement? Ce processus a un nom, le log rolling. C'est de l'échange de bons procédés, ni plus ni moins. Imaginez, un élu A veut faire construire un pont dans sa région, mais il n'a pas assez de voix. Il va voir l'élu B et lui dit en substance « Écoute, si tu votes pour mon pont, je voterai pour les subventions agricoles que tu réclames pour ta région. » Et hop, l'accord est passé. Chacun y gagne et les deux projets sont adoptés. Souvent, au détriment du contribuable qui paye la note finale. Et le résultat de tout ça, c'est une inflation législative. On se retrouve avec une multiplication des lois, des projets, des dépenses publiques, bien au-delà de ce que la majorité des citoyens souhaiterait probablement, tout ça parce que ce système d'échange de faveurs profite à des intérêts très localisés. Ce qui nous amène à un concept encore plus fort, la tyrannie des minorités. C'est là où on voit comment toute cette dynamique d'échange de votes et de lobby vient complètement retourner l'idée qu'on se fait de la démocratie majoritaire. Pour bien comprendre, il faut distinguer deux types d'intérêts. D'un côté, les intérêts concentrés, un petit groupe, un lobby, une industrie qui a énormément à gagner ou à perdre sur une décision précise. Eux, ils ont une motivation énorme pour s'organiser et faire pression. De l'autre côté, les intérêts diffus. Nous tous, les contribuables, les consommateurs, le coût d'une mesure est réparti sur des millions de personnes, donc pour chacun, l'impact est faible. La motivation pour s'organiser est donc quasi inexistante. Et devinez qui gagne à la fin? Ça fait penser à cette vieille blague, qui n'est peut-être pas si drôle que ça au fond. La démocratie, c'est 2 loups et un mouton qui votent pour décider du menu du dîner. On voit bien où ça mène pour le mouton. Sauf que la théorie des choix publics nous dit que c'est souvent encore plus subtil. Il n'y a même pas besoin d'être la majorité. De toutes petites minorités, mais très bien organisées, nos loups, peuvent s'allier et former des coalitions pour imposer leurs décisions à la grande majorité silencieuse et désorganisée, les moutons. Bon, ignorance rationnelle des électeurs,
Échange de votes entre élus, influence des groupes d'intérêt. Quand on met tout ça bout à quoi ça nous mène? À la conclusion logique de cette théorie, ce qu'on appelle la défaillance de l'État. On a souvent l'habitude d'entendre parler de défaillance du marché. C'est l'argument classique pour justifier une intervention de l'État. Le marché n'est pas parfait, donc l'État doit corriger. Mais la théorie des choix publics retourne l'argument et met en lumière le concept de défaillance de l'État. L'idée, c'est que l'intervention politique, à cause de tous les mécanismes qu'on vient de voir, peut créer des résultats encore pires, encore moins efficaces que le problème qu'elle était censée résoudre. Et la conséquence de cette défaillance de l'État, c'est une tendance quasi inévitable à la croissance de son activité. Plus de réglementation, plus de subventions, plus d'impôts, non pas parce que c'est une demande de la population, mais parce que c'est la logique même du système politique, alimentée par l'intérêt personnel de ses acteurs. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour conclure. Si on accepte ce postulat, même juste pour la réflexion, que l'intérêt personnel est le moteur de la politique, alors le défi change complètement de nature. Il ne s'agit plus de trouver des politiciens parfaits et désintéressés, une quête peut-être vaine, mais plutôt de se demander comment peut-on concevoir des règles du jeu, des institutions, qui soient assez intelligentes pour canaliser cet intérêt personnel et le faire servir malgré tout à un intérêt plus large. La question reste ouverte.